Menu de ce plateau télé du CIAN sur cette nouvelle séquence, l'emploi des personnes de plus de 50 ans. Un atout pour les entreprises industrielles, c'est le sujet qui nous réunit au cœur de ce salon des industriels d'Occitanie, le CIAN, dont on célèbre cette année la 20e édition ici au Mythe de Toulouse. Les acteurs de l'économie se succèdent autour de moi pour évoquer les grands défis, les enjeux auxquels est confrontée l'industrie dans cette région. Alors, cette question de l'emploi des plus de 50, on va se mettre d'accord sur les termes tout de suite, si vous voulez bien. Christophe Carole, directeur régional adjoint de France Travail en Occitanie. Les plus de 50, on appelle ça les seniors. C'est le terme officiel, le terme INSEE qui va bien. Alors, on a un peu changé la dénomination parce que senior avait un côté des fois un peu, alors pas péjoratif, mais était très connoté. Oui. Et on aime bien parler de travailleurs expérimentés. D'accord. C'est vrai que c'est une formule beaucoup plus élégante. Exactement, parce que justement, quand on arrive à plus de 50 ans, on a une expérience professionnelle derrière soi. Et parler de travailleurs expérimentés, c'est positif. Alors, ces travailleurs expérimentés en France, éventuellement en Occitanie, est-ce que vous avez des données qui nous permettent de comprendre, des données de cadrage, qui nous permettent de comprendre un petit peu leur situation au regard de l'emploi ? Alors déjà, il faut tomber d'accord parce que quand on parle de travailleurs expérimentés, justement, suivant les organismes, on parle de personnes avec des âges différents. Oui. À un moment donné, on parlait alors de seniors à partir de 45 ans, d'autres parlent de 55 ans et plus. À France Travail, nous, on parle de 50 ans et plus parce que on se dit que quelqu'un qui arrive sur le marché de l'emploi parce qu'il a perdu son emploi à partir de 50 ans, c'est tout de suite qu'il faut travailler avec lui pour justement éviter d'avoir une durée de chômage trop longue. Donc nous, on parle des 50 ans et plus. D'accord. Sur la région Occitanie, il représente à peu près un peu plus de 155 000 personnes, demandeurs d'emploi. En Occitanie, on a la chance d'avoir un taux de seniors un peu plus bas que le reste mais avec des disparités sur les 13 de taux de chômage, mais avec des disparités entre les départements. On a des départements que je vais qualifier peut-être de plus ruraux, plus excentrés par rapport à nos deux capitales régionales, où le taux de chômage est des fois plus élevé. Parce qu'il y a un problème de mobilité, de perte d'emploi dans un secteur et que ça, du coup, on reste demandeur d'emploi plus longtemps. Avec un taux de chômage qui est plus important sur cette catégorie de population, sur cette tranche d'âge, que sur les autres, et notamment la tranche des 25-50. Alors, qui est un peu plus importante, mais ce qu'il faut noter, c'est que depuis quelques années, c'est aussi, alors peut-être parce que c'est le travail que aussi on conduit toutes et tous autour de cette table, les taux de reprise d'emploi de cette population-là est plus importante que d'autres populations. Bon, c'est la première bonne nouvelle sur le plateau cet après-midi. Mais c'est parce qu'il y a aussi peut-être, j'allais dire, un changement de comportement, d'actions qui sont menées, et puis aussi peut-être de la part des entreprises. Alors, je ne vais pas parler de la date de départ à la retraite, mais je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de se dire qu'aujourd'hui, quand on a 50 ans, on a encore une belle partie de sa carrière devant soi, et que du coup, c'est plus la même chose. Virginie Nègre, vous êtes chef du service sécurité et santé au travail à la DRETS d'Occitanie, donc la direction, l'administration de l'État qui s'occupe des entreprises, de l'emploi, du travail et des solidarités. Les seniors travaillent moins en France que dans d'autres pays. Il y a une situation quand même qui est pas complètement satisfaisante sur l'emploi des seniors. Alors tout à fait, j'allais dire... L'emploi des seniors, c'est un impératif démographique dans les années à venir. Néanmoins, le taux d'emploi des seniors en France est inférieur à la moyenne européenne. Or, 3 chiffres, il y a 30% des seniors, alors des travailleurs expérimentés, pardonnez-moi, les seniors se caractérisent par 30% de la population active. Ils sont 69% à travailler dans la tranche 50-60 ans
et ils sont simplement 35% dans la tranche 60 ans et plus, alors qu'en Allemagne, à titre de comparaison, ils sont 61%. Alors on voit qu'on a une marge de progrès assez importante. Alors je ne sais pas si on a des facteurs qui permettent d'expliquer cette situation, ce retard français ou cette spécificité française. La question est ouverte à tous ceux qui veulent y répondre. Peut-être Christophe, Carole, vous avez quelques éléments. Virginie Nègre. Alors, moi je dirais que le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est que, et le dernier baromètre des défenseurs des droits le démontre, les seniors sont victimes de discrimination. C'est une des premières causes de discrimination en France. C'est ce qu'on appelle l'agisme, c'est-à-dire le senior, le travailleur expérimenté est moins dynamique, il est moins au fait de nouvelles technologies. Et il y a un quart des seniors qui se disent discriminés dans l'emploi. Donc je crois qu'il y a un vrai enjeu pour les entreprises à se baser sur les aptitudes réelles des salariés. Voilà. Oui, parce qu'on peut être aussi dans le registre de la représentation ou de l'idée reçue par rapport à ces questions de maîtrise des outils techno et de l'adaptation. On est bien d'accord. Christophe, Carole, vous vouliez compléter ? Juste, alors, c'est une réalité, la discrimination, mais il y a aussi de l'autodiscrimination. C'est-à-dire que dans la représentation aujourd'hui, on entend souvent, et je pense que nous, on l'a tous entendu, de toute façon, j'ai 55 ans ou plus, de toute façon, je ne suis plus en capacité de... Alors, capacité pour des raisons personnelles, ça peut être de santé, mais aussi une représentation en disant, de toute façon, les entreprises ne voudront pas de moi. Et ça, il faut vraiment qu'on combatte aussi cette idée-là, parce que ça circule, entre guillemets, dans l'opinion publique, en disant, de toute façon, à 55 ans, à 60 ans, c'est pas la peine que tu cherches, tu ne trouveras pas d'emploi. Et ça, c'est très fort encore dans les mentalités. Alors, on peut faire réagir tout de suite le représentant d'une entreprise ou du monde de l'entreprise. Pascal Legrain, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le DRH d'Étienne Lacroix. Étienne Lacroix, les feux d'artifice. Entre autres. On est bien d'accord. Une ETI familiale, 1000 salariés, dont 150 ici en Occitanie, et effectivement leader de la pyrotechnie. Vous êtes le DRH de cette entreprise et vous êtes également membre de l'association nationale des DRH où vous animez des groupes de travail, peut-être sur ce sujet d'ailleurs. Entre autres, voilà, des seniors. Alors, les plus de 50 ans, les mal-aimés de l'entreprise, les entreprises n'en veulent plus, ils sont trop expérimentés. C'est très amusant parce qu'effectivement, on entend parler des seniors. Moi, je ne les appelle pas les seniors, on les appelle chez nous les passeurs, puisque ce sont les passeurs. Ils sont là pour... C'est encore plus joli que l'expression de Christophe. Parce qu'ils sont là pour transmettre, effectivement, puisque moi, je représente une entreprise qui est une jeune entreprise de 176 ans et j'accompagne la 6e génération de dirigeants. Pour nous, ce qui est essentiel, effectivement, c'est pas l'âge, c'est l'expérience, c'est la pyramide des âges. On a effectivement 20% de notre population qui va partir à la retraite dans les 5 prochaines années, nonobstant ce qui peut se passer en termes de législation. Et je pense que ce qui est important pour nous, il y a 3 éléments qui nous semblent essentiels par rapport à ce qu'on est en train d'exprimer. Un, je ne crois pas effectivement aux différents messages qui consistent à dire ils seront trop vieux, etc. Moi, ça fait 35 ans que je fais le métier, ça fait 35 ans qu'on m'explique que les jeunes ne veulent pas travailler. Pourtant, ils sont là, les jeunes. Ils ne nous écoutent pas, ils sont là. Deuxièmement, les jeunes n'ont pas assez d'expérience et les seniors en ont trop, c'est-à-dire qu'ils sont trop chers. Peut-être, mais en tout cas, effectivement, ils sont peut-être trop chers parce qu'ils ont cette expérience-là. Et je pense que le vrai souci, c'est un souci d'acculturation aussi lorsqu'on recrute quelqu'un qui a une forte expérience. Pour moi, ce qui nous semble essentiel, il y a 3 éléments. Premièrement, la santé physique et psychique de quelqu'un qui, effectivement, va arriver plutôt, en fin de carrière. Dans quel état est-il ? Deuxièmement, ne pas placardiser, c'est-à-dire je parle de passeurs. On a mis en place une école interne qui s'appelle l'Académie Lacroix, qui vise à transmettre, aux plus jeunes générations un certain nombre de savoirs en termes de pyrotechnie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'école de la pyrotechnie en France, donc on forme effectivement de collaborateurs. Et puis le 3e point qui me semble essentiel aussi, c'est les réactions effectivement de direction générale par rapport à ces gens qui ont effectivement toute cette ancienneté en disant comment on peut rester, on ne va pas dire à la mode, mais comment on peut rester effectivement par rapport à l'IA, par rapport à un certain nombre de domaines. Moi, ce que je crois qui est extrêmement important, c'est qu'il ne faut pas opposer les classes d'âge. Je crois qu'il faut surtout trouver le sens au quotidien pour faire progresser l'entreprise. Et encore une fois, j'insiste beaucoup, c'est un problème d'acculturation avant toute chose. Alors, l'état des lieux étant posé, il faut réagir et mener des actions pour faire en sorte que les personnes expérimentées travaillent un petit peu plus et effectivement puissent apporter leur expérience non seulement aux entreprises mais aux générations suivantes. On a bien compris votre message, Pascal Legrain. État et région, que faites-vous séparément et ensemble ? Virginie Nègre.
Alors, au niveau de l'État, la question des seniors, des salariés expérimentés, elle date de l'année dernière. Il y a eu un accord national interprofessionnel qui a été signé à la fin de l'année 2024 et une grosse mobilisation autour de l'emploi des seniors de la part du ministère du Travail. Et en Occitanie, nous, on a souhaité mettre en place, et à la consultation du grand public, un plan pour favoriser l'emploi des salariés de plus de 50 ans. Ce plan, il se construit autour de 4 axes. D'abord, le maintien dans l'emploi des salariés expérimentés. Ensuite, le retour à l'emploi des salariés expérimentés, la formation des salariés pour qu'ils puissent continuer à travailler, même si ce n'est pas dans la même entreprise. Et enfin, on souhaite s'appuyer sur les départements et notamment les comités locaux pour l'emploi. Donc, on travaille sur ce plan avec les acteurs à la fois de la prévention des risques, mais également avec les acteurs de l'emploi ici présents à cette table ronde. Voilà. Donc, et sur l'emploi, le maintien dans l'emploi, je reprends le premier point, le maintien dans l'emploi dans l'entreprise, quels sont finalement vos leviers d'action? On est sur de la communication, de la sensibilisation et de la persuasion. Vous pouvez aller un petit peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin quand même. Moi, je parlerai de prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle, c'est-à-dire agir en amont sur les conditions de travail des salariés, travailler pour réduire l'usure professionnelle et travailler sur la formation. Typiquement, nous, on met en place un certain nombre d'actions. Je vais vous prendre 2-3 exemples. Dans le cadre du plan régional santé-travail, mais aussi du plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés, on a un guide interactif qui permet à tout employeur ou tout salarié de savoir quel est le dispositif le mieux adapté et quel est, l'acteur qui peut l'aider pour son parcours professionnel. Ensuite, l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail accompagne les entreprises pour mettre en place une négociation, mais aussi traiter de l'usure professionnelle. Donc, c'est un accompagnement gratuit qui peut durer de 1 à 4 jours. Donc, ça, il faut le savoir. Toute entreprise intéressée peut faire appel au service de l'ARACT. Je dirais qu'il y a aussi des acteurs de proximité qui sont là pour accompagner les entreprises, qui sont les services de prévention et de santé au travail inter-entreprises. Et il existe aussi des leviers financiers, comme le fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, qui est proposé par des acteurs comme la CARSAT. Et objectif, maintenir ces personnes dans l'emploi dans des conditions qui rendent possible l'exercice de leur activité en tenant compte de leur fatigue et de leur, des éventuels troubles qu'elles auraient pu qu'elles peuvent éventuellement rencontrer après leur carrière. Alors, plus que le maintien dans l'emploi, j'agirais encore plus en amont. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est-à-dire travailler sur les conditions de travail et l'usure professionnelle bien en amont pour éviter l'usure professionnelle. Juste un petit point qui est important, je pense qu'on ne peut pas faire ce travail sans les acteurs du dialogue social et sans les organisations syndicales au sein de l'entreprise. Donc moi, j'inviterai toutes les entreprises à négocier sur ces sujets-là. Avec leur CSE, c'est notamment un sujet de discussion à avoir. Agnès Nadeau, vous êtes directrice de la formation et des parcours professionnels au Conseil régional d'Occitanie. Est-ce que la région Occitanie a développé des programmes spécifiques dans le domaine de la formation, précisément à l'attention des publics plus de 50 ? Alors, la région n'a pas développé de programme spécifique, mais la région, sa compétence, sa raison d'être, c'est notamment la formation des demandeurs d'emploi. Christophe Carole nous citait tout à l'heure les chiffres de la demande d'emploi et notamment de ces travailleurs expérimentés. Donc, il y a tout un programme de formation, que ce soit sur des formations pour des personnes qui sont au chômage ou en souhait de reconversion professionnelle. Ce sont aussi bien des formations dans lesquelles on réfléchit à son projet professionnel parce qu'on pense à la région que même passé 50 ans, on peut avoir envie de faire autre chose, besoin aussi de faire autre chose aussi dans le cas de difficultés physiques qui entravent l'occupation du poste actuel. Donc c'est réfléchir à son avenir professionnel même quand on a 50 ans, mais c'est aussi un certain nombre de formations qualifiantes, donc des formations qui conduisent à un métier bien précis, celui de l'industrie notamment, parce qu'on pense que ça peut être un vivier intéressant pour les entreprises industrielles que d'avoir des travailleurs expérimentés qui viennent et qui répondent un petit peu aux difficultés de recrutement, notamment de la structure.
pas de programme spécifique, donc on l'a bien compris, mais peut-être une attention particulière portée par la région et vos partenaires, dont France Travail bien sûr, à cette population-là. Évidemment, une attention particulière par rapport à ces populations. Il peut y avoir, je vous le dis, dans certains cas, on a parlé de nécessité simplement d'actualiser des connaissances parce que le monde du travail évolue, parce que les attentes des entreprises évoluent. Donc, un besoin, je dirais, d'actualisation. Donc, on est sur des programmes de formation dans ces cas-là relativement courts et aussi peut-être dans certains cas une nécessité d'être sur des parcours de formation plus longs parce qu'il y a vraiment un souhait de reconversion, soit à l'initiative personnelle, soit par rapport à un impératif de vie. Donc c'est, je dirais, parler des métiers et donner l'opportunité à ces gens-là de penser la suite de leur carrière dans les meilleures conditions. À vos yeux, c'est un enjeu important, l'emploi et la formation de cette catégorie de population. C'est vrai, quand on pense formation, on pense aux plus jeunes, évidemment, aux formations initiales et puis aux formations continues tout au long de la vie, mais spécifiquement sur les cinquantenaires. Ah ben, clairement, c'est un enjeu qu'on partage avec l'État et notamment sur des financements que l'on peut avoir de l'État sur le champ de la formation. Madame le disait, en termes de priorité, c'est une priorité importante. Donc oui pour ça. Et également, c'est un enjeu important parce que régulièrement, les entreprises et notamment les entreprises industrielles expriment auprès de la région et de nos décideurs des difficultés de recrutement. Donc, et l'industrie travaille à la féminisation, travaille pour faire revenir des seniors aussi. Donc, c'est par rapport à ces pénuries de main d'œuvre. Et puis, je dirais de manière plus globale, à plus de 50 ans, on a encore toute une carrière professionnelle. On n'est pas obligé de continuer dans la même voie et c'est offrir, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis directrice des parcours professionnels. Dans ce parcours professionnel, il y a l'idée de virage et c'est aussi pour ça que c'est important. On a une idée du taux, de la proportion des plus de 50 qui veulent se réorienter, se reconvertir, changer de métier, changer de vie, parce qu'effectivement quand on a 50-52 ans, il n'est pas du tout trop tard pour le faire. Alors on n'a pas de chiffres, par contre ce que l'on constate à France Travail, c'est que c'est dans la tranche d'âge des plus de 50 ans qu'on se réoriente le plus souvent. D'accord. Donc c'est peut-être parce que c'est un moment de la carrière justement où on se réinterroge sur son avenir professionnel, qui est, comme le disait Mme Nadeau, il y a encore pas mal d'années, et c'est la population qui est le plus à même de justement se reconvertir ou essayer de trouver d'autres solutions et de s'orienter vers d'autres métiers. Et puis il y a peut-être une lassitude du métier qu'on a perdu aussi, et de se dire c'est l'occasion pour moi de voir autre chose, de faire autre chose. Pascal Legrain, on est, quand on est DRH, nécessairement à l'écoute de ses collaborateurs. Et cette population des cinquantenaires en entreprise, elle a des aspirations peut-être différentes qu'il faut entendre, y compris reconversion, changement de métier. Alors je dirais que plus globalement, la situation post-Covid nous a obligés à repenser effectivement les relations avec le travail. La relation avec le travail a changé, que ce soit pour les plus jeunes, voire pour les plus anciens. Et j'appuie vos propos, effectivement, les plus anciens ont certainement encore plus envie de changement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu peut-être 30 années de crise, de cycles divers et variés. Deuxièmement, et madame faisait référence aux partenaires sociaux, les partenaires sociaux sont très à l'écoute de cette population, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'on a des parcours professionnels à ouvrir, on a des accords d'entreprise locaux. Et au niveau de la NDRH, c'est aussi pour nous un élément important puisque nous sommes tous confrontés à des transformations dans nos entreprises. On sort de 2 années effectivement de surchauffe où les candidats avaient plutôt le choix, ce qui nous a aussi obligé, je dirais, à ouvrir nos chakras sur le recrutement en disant il y a peut-être des critères différents, etc. Donc effectivement, c'est important pour attirer une autre population, mais pour nos collaborateurs et nos collaboratrices, c'est aussi extrêmement important parce qu'il faut détraumatiser la fin de carrière. La fin de carrière, et surtout ce que nous leur expliquons, c'est qu'avant tout, c'est qu'est-ce que vous avez amené pendant 30 ans. Juste un dernier exemple. Oui. Nous avons remis en place au sein du groupe Étienne Lacroix les médailles du travail spécifiques à la Croix. Symbolique mais important. Symbolique et effectivement extrêmement symbolique, extrêmement fort, avec des salariés qui avaient plus de 40 ans d'ancienneté. Je n'y serai jamais pour ma part, mais c'est absolument incroyable. Donc, il y a un attachement de l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui,
derrière ce que nous exprimons sur les seniors, c'est aussi une forme de cohésion sociale interne, mais aussi globale. Donc, à un moment, on parle de solidarité entre les générations. Il y a quelque chose qui unit nos salariés, c'est cette passion liée, entre autres, à la pyrotechnie. L'agisme dont parlait tout à l'heure Virginie, ça existe aujourd'hui dans les entreprises. Alors, vous êtes DRH, vous êtes convaincus, et vos collègues de la NDRH aussi, j'espère. Oui, alors, après, il y a des dirigeants, il y a des recruteurs. Je pense que, alors écoutez, la 5e génération ayant 70 ans, je veux dire, ils ne sont pas du tout convaincus, vous voyez, ils sont dans la force de l'âge. Non, ce qui est important quand même, c'est de revenir en arrière très rapidement. On sort quand même d'une trentaine d'années où on a mis en place des mesures d'âge dans toutes les entreprises, notamment dans les grosses entreprises. Oui. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est revenu sur ces mesures d'âge pour des tas de raisons, de financement, de suivi, etc. Donc au niveau de la NDRH, on travaille véritablement pour dire, on a une population, comment on l'amène le plus longtemps possible, quel sens on lui donne par rapport au travail. C'est un espèce de paradoxe un peu incroyable quand on regarde les choses. C'est-à-dire que les entreprises ont du mal à recruter, c'est délicat pour elles, et puis elles ont tendance à se débarrasser ou à mettre de côté des populations qui, au contraire, ont une grande expérience et leur sont très utiles. C'est un drôle de paradoxe quand même, cette situation. Oui, mais je vais vous citer deux chiffres. À France Travail Occitanie, sur une année, dans le secteur de l'industrie, on a recueilli 33 000 offres. Oui. Quand on regarde le nombre de demandeurs d'emploi qu'on a dans nos fichiers, on en a 24 000 sur ces mêmes métiers. Donc déjà, on a un différentiel. Et on parlait de métiers en tension. Et parmi ces 24 000, il y en a 5 800 qui ont plus de 50 ans. Oui. Donc aujourd'hui, le comportement, entre guillemets, des entreprises change et le regard change en se disant on a une pénurie de compétences pour recruter. Donc il faut aussi aller à un moment donné, même si on n'est pas enclin spontanément, à aller aussi vers des publics qui ont plus de 50 ans, et c'est de plus en plus le cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises en prennent conscience, et monsieur disait tout à l'heure aussi qu'on a des entreprises avec une pyramide des âges qui fait qu'aujourd'hui, pour justement un peu lisser cette pyramide des âges, il faut aussi recruter à un moment donné des personnes de 50 ans et plus pour rééquilibrer la pyramide des âges de l'entreprise. Parce que c'est bien, mais quand on recrute en nombre beaucoup de jeunes, ils arrivent tous à un moment donné à l'âge de la retraite. Et ce passage de relais aussi, c'est cette compétence transférable aussi de la part des seniors et de plus en plus réfléchie par les entreprises qui, alors j'allais dire ouvrent leur chakra, elles avaient déjà ouvert leur chakra, mais encore plus aujourd'hui parce qu'il y a ce besoin de compétences qui n'est pas sur le marché. Je pose la question franchement, et on est là pour tous dire, la question du salaire, elle pèse dans l'histoire? Je ne sais pas, Pascal Legrand. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet véritablement, parce que l'ancienneté, l'expérience amène une expertise derrière, donc c'est pas effectivement discriminant. L'autre point, et je voudrais insister, l'outil que nous utilisons est très simple chez nous. Moi, on a effectivement un certain nombre de data, et on voit qu'on a 20% de notre population qui, je vous disais, partira en retraite dans les 5 prochaines années. Qu'est-ce que l'on fait en termes de revue de personnel? Qu'est-ce que l'on fait en termes de plan de succession? Est-ce qu'on va aller chercher effectivement un successeur en interne? Est-ce qu'on va aller recruter quelqu'un à l'extérieur? Et il y a un autre élément pour revenir à l'aspect rémunération, c'est que quelqu'un qui est en fin de carrière va peut-être être dans nos nuages de points, dans nos datas, plutôt, je dirais, bien rémunéré, ce qui est logique, mais ça veut dire qu'il va vers un statut de spécialiste ou d'expert. Et quelque part, la revalorisation de transmission est importante, d'autant qu'aujourd'hui, avec tous les outils que nous avons de transmission des savoirs, avec quand même des populations jeunes qui zappent sur l'enseignement, etc., le fait qu'il y ait une transmission physique réelle par quelqu'un qui soit de l'entreprise le facilite. Mais c'est mieux que des outils d'IA pour transmettre. On est bien d'accord. C'est intéressant aussi, mais c'est mieux quand c'est en vrai. C'est mieux, effectivement. La preuve, c'est que nous sommes autour de la table ensemble. Absolument. Agnès Nadeau. Oui, peut-être pour réagir avec ma casquette formation sur ce volet transmission, il me semble aussi qu'aussi bien pour le maintien dans l'emploi que pour permettre à des seniors qui ont tous les codes de l'entreprise, à qui il faut simplement une actualisation de connaissances. À la région, on est particulièrement sensible au développement, notamment d'actions de formation en situation de travail. Oui. Donc, dans notre jargon, on appelle ça la FEST. Et je pense que c'est particulièrement intéressant de s'appuyer sur des entreprises qui sont des entreprises apprenantes. Et tout le monde a bénéfice à faire ce type de choses. Je dirais les salariés qui sont dans l'entreprise, qui sont des salariés expérimentés et qui pourront transmettre leur savoir. Et c'est aussi pour les stagiaires qui sont en formation un gage d'insertion rapide dans l'emploi et pour répondre tout de suite aux exigences de l'entreprise. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs choses à voir de ce côté-là aussi.
À l'heure de conclure cet échange, déjà, j'en suis bien désolé, un des mots qui revient souvent dans les plateaux télé sur plein de sujets différents, mais notamment les sujets de RH, c'est le mot d'anticipation. Je me dis que il faut peut-être terminer cet échange en insistant sur l'importance de l'anticipation sur ce sujet-là. Et ça a un nom, je crois, dans le domaine des RH, ça s'appelle la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est-à-dire essayer de voir un peu plus loin que la fin de l'année sur la manière dont vont évoluer les effectifs. C'est un outil dans une entreprise, oui, alors, clairement. Effectivement, ce qu'on dit dans notre jargon, la GPEC, pour nous, la GPEC est importante parce que c'est d'abord de quel métier aura besoin l'entreprise et en face, l'évolution des ressources. Et là, je me tourne vers les acteurs locaux et régionaux. On a besoin de vous, notamment en termes de formation. Moi, je considère toujours que la formation initiale ou continue est là pour nous donner des produits bruts qu'on va, j'irais, polir. Moi, je ne demande pas effectivement à ce qu'on nous donne des gens qui soient hyper qualifiés. Par contre, la GPEC est importante, c'est l'image de l'entreprise, la vision de l'entreprise. Nous avons construit un business plan 2032, société par société. En face, quelle est l'évolution des effectifs? Est-ce qu'il va falloir recruter? Est-ce qu'il va falloir effectivement former et développer? Et là, on se tourne vers les acteurs locaux qui peuvent être d'une grande aide. GPEC, un petit mot pour terminer, Agnès Nadeau. Oui, et au-delà de la GPEC, il y a aussi penser aux besoins des entreprises et des compétences de demain. De quoi les entreprises auront besoin demain? Pour autant qu'on les connaisse. Pour autant qu'on les connaisse, mais en tout cas, ce travail d'anticipation, c'est aussi quelque chose qui nous anime, qui anime les organismes de formation, parce qu'on ne forme pas aujourd'hui comme hier, ni comme demain. Donc voilà, c'est vraiment aussi réfléchir autant que faire se peut à cette anticipation. Christophe Carole et puis Virginie Nègre. France Travail, on accompagne les demandeurs d'emploi, mais on accompagne les entreprises. Il y a plein d'outils qui existent aussi pour accompagner les entreprises dans leur recrutement, de changer aussi des fois les paradigmes, etc. pour alors j'ai dit tout à l'heure ouvrir les chakras, mais c'est vrai de se essayer dire d'autres méthodes, par exemple. On fait des immersions aussi en entreprise, on accompagne avec des préparations opérationnelles à l'embauche. Et vous parliez du regard sur les seniors, le coût entre guillemets, est-ce qu'il est plus élevé, mais c'est vrai que quand on a quelqu'un d'expérimenté qui est tout de suite opérationnel ou qui en tous les cas va s'adapter rapidement à une méthode de travail, à une technologie, etc., c'est un plus pour l'entreprise. Ça prend moins de temps de former quelqu'un qui n'est pas du tout du domaine. On a bien compris qu'effectivement il était très dommage de se passer de la compétence et de l'expérience des plus de 50. Virginie Nègre pour terminer. Anticiper, c'est aussi prévenir les risques professionnels au sein de l'entreprise et permettre aux salariés de travailler le plus longtemps possible en meilleure santé possible. Donc maintenir les salariés dans leur emploi et qu'ils aient une évolution de carrière qui leur permette de continuer à travailler le plus longtemps possible. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. Juste un message pour terminer, effectivement, comptez sur nous, parce que je me mets dans le lot des expérimentés, donc c'est comme ça. Et puis voilà, ils sont effectivement quelque part la force des entreprises et la capacité à transmettre les savoir-faire et les compétences indispensables pour que notre industrie continue à se développer. Merci beaucoup, bon salon et bonne journée.